Mes amis, bien le bonjour. Je reviens vers vous. Je suis désolé de cette petite absence dans ce canal. Je vous ai pas oublié. J'étais vraiment en train de travailler beaucoup. Et d'ailleurs, même pendant cette absence, j'ai continué à répondre individuellement à plein de gens sur ce téléphone, sur ce numéro que je donne, ce WhatsApp. J'ai répondu à plein de gens. J'ai beaucoup de retard aussi sur les messages. Et je vais vous dire la raison. Je vais vous dire la raison. C'est que je me suis enfermé pour écrire un livre. J'avais besoin d'écrire un livre. J'avais des idées par rapport à un certain nombre de choses qui se passent dans le milieu corporate et j'avais envie d'écrire un livre sur le sujet. J'ai fini le livre et je vous le montrerai dans quelques jours. J'attends de recevoir la première copie, je vous le montrerai et j'ai mis vraiment beaucoup dedans. Mais aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui est récurrente ces derniers temps. Des gens me disent leurs employeurs sont en train de les forcer ou de leur demander ou d'exiger même, des fois avec ultimatum, qu'ils reviennent au bureau. Qu'ils reviennent travailler au bureau. Ça signifie qu'ils sont en train de revenir en arrière et de se dire on veut plus de gens qui travaillent depuis la maison. Il faut savoir une chose. Avant l'histoire du Covid ou la crise sanitaire, travailler depuis le bureau était très rare. Il y avait des compagnies qui avaient cette logique-là, mais elles étaient extrêmement rares. C'était vraiment se compter sur le doigt d'une main. Dans la majorité des compagnies, il fallait aller au bureau tous les jours. Et puis, on donnait le droit de travailler depuis la maison comme on donne un bonbon ou un sucre à un chien. Ça signifie le vendredi, comme ça, quand ton manager a vu que toute la semaine, tu as fait des heures sup jusqu'à 22 heures, il dit, demain, finalement, tu peux travailler depuis la maison. Mais comme il donne du sucre. Tu lui donnes le sucre. Ok, c'était ça, exactement. Par la suite, la crise sanitaire frappe et juste pour continuer, avant la crise sanitaire, il était considéré qu'une compagnie ne peut pas tourner avec des gens qui travaillent depuis la maison. La majorité des compagnies pensaient que si les gens peuvent travailler depuis la maison, ils vont disparaître, ils vont partir et tout ça, et puis ils vont pas faire le travail se fera pas. C'est l'impression qu'ils avaient. Enfin, il y a une raison pour laquelle ils tenaient ce discours. Par la suite, arrive cette crise sanitaire, il n'y avait pas vraiment le choix, les gens étaient obligés de travailler depuis la maison, et là, tout se passait bien. D'accord? C'est un petit peu rentré dans les morts. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, il semblerait que de plus en plus de boîtes reviennent dessus. Alors, bon, il y a eu dans le passé des entreprises qui ont permis cela, mais après, il y a eu un changement managérial et tout, puis soudainement, elles sont revenues dessus. Par exemple, Yahoo. La patronne de Yahoo, quand elle est arrivée, tout le monde travaille depuis la maison. Quand elle est arrivée, elle a dit, vous venez au bureau, d'accord? Elle a donné un ultimatum, ceux qui viennent pas au bureau, on les vire. C'est aussi simple que cela. Vous venez, on vous vire. Elle-même, dans les locaux de la compagnie, elle a pris une grande salle, elle a été décorée et tout, et elle a transformé en crèche pour ses propres enfants. D'accord? Donc vous voyez que ceux qui exigent des choses, eux ont des solutions pour leurs enfants, pour leur vie, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ils vont exiger des autres, justement, de faire des sacrifices. Vous prenez le patron de Ryanair, O'Leary. Lui, à Dublin, il y a beaucoup de trafic à Dublin, le trafic est souvent pourri. Lui, il conduit un taxi. Dans sa limousine, il a des plaques d'immatriculation de taxi. Il a payé cher les autorités locales pour qu'ils lui donnent une licence de taxi. Non pas qu'il s'arrête et qu'il prenne des clients, mais tout simplement, ça lui permet de rouler sur les voies de bus pour aller au travail. Et en plus, lui, comme il est PDG, qu'il arrive à 11h15, qu'il arrive à 7h du matin, qu'il n'arrive pas du tout, je veux dire, il n'y a personne qui va le contrôler. Alors que les gens qui sont obligés aujourd'hui de reprendre le chemin quotidien du train, du bus, du trafic, du machin plus payé, là c'est autre chose pour eux. C'est pas du tout la même chose. Maintenant, j'aimerais vraiment un truc essentiel à comprendre, pas seulement par rapport à cette histoire d'aller au bureau, pas au bureau. Un truc important à comprendre pour avancer dans votre carrière. Vraiment, si vous voulez avancer pour votre carrière, j'aimerais vous dire quelque chose. Les gens travaillent dans leur intérêt. Par exemple, quelqu'un me dit la chose suivante. Il me dit, je comprends pas la rationnelle de cette exigence qu'on revienne au bureau. Parce que quand je travaille depuis la maison, je donne plus de valeur à mon employeur. Je travaille plus. Il y a une merging, comme on dirait en franglais, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, qui fait que il y a plus de barrières vraiment, c'est peut-être même malsain. Et je travaille trop, je donne trop. Et le temps, les 1 heure ou les 2 heures ou les 4 heures par jour que je passais dans le RER ou dans le métro ou dans l'avion ou dans le train, eh bien ce temps-là, aujourd'hui je le redonne le double à mon employeur. D'accord? Alors si je dois aller au bureau, je devrais revenir aux anciennes méthodes. Ça signifie j'arrive, je travaille, c'est l'heure, je pars, et puis c'est tout. Ils disent que la productivité va baisser, on les comprend.
Ils disent que la compagnie va perdre de l'argent. Et là, il y a un glissement. Chaque fois que vous utilisez le mot compagnie dans un raisonnement, faites super gaffe, parce que vous risquez de faire un faux, partir dans des travers et avoir un faux résultat. Je m'explique. Ce n'est pas la compagnie qui t'a dit de venir. C'est ton manager qui t'a dit de venir. D'accord? Et c'est la compagnie qui perd de l'argent. Est-ce que ton manager, c'est la compagnie? Non. Donc là, en raisonnant comme tu raisonnes, tu fais un glissement de cadre. Ça signifie que tu commences ta phrase avec ce cadre, et après tu la finis dans un cadre différent. D'accord? Tu dis, on m'a demandé de venir, et la compagnie va perdre de l'argent. Ouais, mais c'est pas la même chose. La compagnie n'existe pas, la compagnie ne t'a rien demandé. C'est le manager qui t'a demandé, mais pourquoi? Parce qu'il veut justifier son existence. Eh oui, parce que regardez, les managers, le middle management, middle manager, c'est des surveillants, c'est des contremaîtres. C'est pas des gens qui sont dans les décisions stratégiques ou autres. C'est juste des gens qui surveillent. C'est un petit peu comme les contremaîtres des usines et tout ça. Et puisqu'ils descendent de ces contremaîtres-là, ils en ont gardé les travers. Donc ils sont toujours à l'époque victorienne, à l'époque de la révolution industrielle. Et puis il est là à l'entrée de l'usine, il a un carnet, il a sa montre, il regarde, Raymond est arrivé à quelle heure, René est arrivé à quelle heure, celui-là il part à quelle heure. Et après il va, quand les gens sont tous dans l'usine, il va les tourner et regarder les cadences et regarder, oui toi t'es un peu lent là, hein, vas-y d'une air. D'accord? C'est ça le management. Le management ne participe pas à la gestion de l'usine ou à ses orientations stratégiques. C'est des riens, c'est des sous-fifres tout simplement qui sont là pour surveiller. C'est ceux-là qui exigent le retour des employés au bureau. C'est ceux-là qui militent vers le haut en disant, surtout qu'ils vont prendre des fois des incidents, des fois par exemple, s'ils ont un team de 50 personnes, s'il y a une personne qui, dans la performance est dégradée, ou on a découvert que elle faisait rien du tout ou autre, alors que ce genre de gens, vous savez, même quand ils sont au bureau, ils s'arrangent pour ne rien faire, eh bien, ils vont prendre cet exemple et le mettre vraiment en exergue pour dire, regardez, il n'y a personne qui travaille. Pour justement imposer qu'on revienne au bureau, parce que ils ont cette mentalité, je disais victorienne, de contremaître, ils ont besoin de voir les gens sous leurs yeux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils justifient leur existence. Imaginez que vous êtes tous en train de travailler depuis la maison, d'accord? Vous faites du très bon travail, la production est là, tout va bien. Et puis le manager, pourquoi il existe? Tôt ou tard, on va peut-être le virer, hein, on va peut-être dire, toi, t'es là, on te paye, je veux dire, bon voilà quoi, hein, ça sert à rien, d'accord? Donc ils ont besoin d'asseoir leur pouvoir. Il faudra un jour que je fasse une vidéo pour expliquer ça. Au niveau du management moyen, la valeur vraiment la plus importante, c'est le pouvoir. Je vous raconterai pourquoi. Il y a vraiment des raisons, je ne vais pas partir dessus parce qu'il me faudra 15 minutes pour l'expliquer. Mais à leur niveau, c'est vraiment une histoire de pouvoir qui se fait. Et donc, ils veulent avoir les gens sous leur contrôle. Maintenant, beaucoup me disent, oui, mais la compagnie perd de l'argent. Mais le management moyen s'en fiche que la compagnie perd de l'argent. Vous savez, je vous raconte une histoire. Ici, on a le NHS. Vous savez, le NHS, c'est un des plus gros systèmes de santé au monde. NHS, c'est le système de santé britannique. Il est très grand. Quand tu travailles dans une compagnie IT ou autre, quand le client qui vient chez toi, c'est le NHS, je te dis un truc, t'es à genoux devant lui. Parce que c'est un méga client qui, lorsqu'il achète en millions et il reste chez toi pendant des années et des années. Parce que c'est un client très conservateur. C'est pas des gens portés sur le changement pour le changement, hein. C'est pas une start-up. S'il vient chez toi, il aime ton produit, il achète, tu peux dire que dans 20 ans, il est toujours chez toi. Donc le NHS, généralement, quand tu le vois, je veux dire, si tu demandes, hein, même si tu es une compagnie qui vend des serveurs ou des ordinateurs ou des switches réseau, s'ils t'appellent et te disent on vend une pizza, débrouille-toi, paye-la de ta poche, on va leur une pizza, quoi. C'est ça, le niveau de service qu'on donne au NHS. Je travaillais dans une boîte il y a très longtemps. Hein. Nous avions un NHS pour client. Et ils avaient acheté quelques appareils de stockage de données. D'accord? Un disque est tombé en panne, ça arrive. Ils me contactent, ils disent oui, bonjour, on a une alerte, machin, oui. Alors, il y a plus de 10 ans cette histoire. Hein. Ok, un disque est tombé en panne. D'accord. Ben écoutez, je vais envoyer un technicien qui vous le remplacera. Et il reprendra l'ancien. Ils disent ah oui, mais attendez. Nous, on fonctionne en conformité avec des règles légales très strictes. On ne peut pas vous donner l'ancien disque. Ah oui. Eh bien oui, figurez-vous que certaines institutions, comme les hôpitaux, les banques et tout, même si ce n'est pas le même standard chez les uns chez les autres, mais certaines institutions ont des règles écrites très claires. Le disque ne peut pas sortir. Il doit être détruit selon une procédure très spéciale, même s'il est en panne. Parce qu'il y a des données médicales dedans, des données financières ou des données sensibles.
que font les entreprises en général avec ce genre de clients? Eh ben, on leur facture plus cher et on ne récupère pas le disque. Nous, pourquoi on récupère un disque en panne? Parce que le disque en panne, on va le renvoyer chez le fabricant, qui après, on va lui dire, bon, voici tel numéro de série, ils sont tombés en panne, ils sont sous garantie, et le fabricant va, Seagate ou Western Digital ou Hitachi ou peu importe, va créditer le prix de ces disques. C'est des disques entreprises assez chers, et donc il va les créditer au compte de la compagnie qui pourra après utiliser ce crédit pour acheter des disques. Si le client veut détruire le disque, il n'y a pas de souci. On lui facture juste plus. Il y a des contrats spéciaux qui font que effectivement vous êtes le NHS ou autre, vous gardez le disque et voilà. Je vais aller voir mon manager. Je dis écoutez, je parle à mon manager. Je parle à mon manager qui me dit oh moi j'ai rien à cirer, il doit vendre le disque. Je dis oui mais écoute, c'est le NHS, je les connaissais depuis d'autres clients. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Non, moi j'ai rien à foutre, il doit vendre le disque. J'appelle le NHS, je leur dis non, c'est pas possible. Il me dit écoutez, si ce n'est pas possible, on va pas pouvoir travailler ensemble. On va arrêter d'acheter chez vous. Parce qu'il me dit, c'est pas quelque chose de négociable à notre niveau. C'est un truc de conformité. Tous les supports de données qui rentrent chez nous sont répertoriés et c'est audité, on doit montrer qu'ils en soient là, soit ils ont été détruits. S'il y a 10 disques qui rentrent, tu dois montrer qu'il y a soit 10 disques ici, soit s'il y en a 8, tu dois montrer un papier qui montre que les 2 autres ont été détruits sur une procédure spéciale. Je vais voir mon manager, il me dit j'ai rien à foutre. D'accord ? On a perdu le client comme ça. C'est une entreprise qui est périclitée, c'est une entreprise qui virait du monde, c'est une entreprise qui faisait des plans sociaux, qui était dans le rouge depuis des années. Lui, il n'a rien à cirer. Je veux dire, moi je suis là dans mon confort. Tu me dis qu'on va perdre le NHS ou gagner le NHS, mais moi ça me sert à quoi? Tu me parles de quoi, toi? Ça va aller dans ma poche? C'est la boîte de mon père? D'accord? Tu me dis le NHS, oui, mais c'est la boîte de mon père? Tu vois ce que je veux dire? Il y a ces mentalités fortement enracinées dans l'entreprise. D'accord? Et je veux dire un truc. Elles sont récompensées par l'entreprise. Vraiment. Le gars, il était où? Il était où, j'étais où? Reviens sur la scène. Il était où, j'étais où? J'étais l'exécutant, il était le manager. D'accord? Ça veut dire que la compagnie a valorisé son apport, a valorisé son attitude et a accepté sa démarche et l'a mis là. Donc il a tout compris, le mec. D'accord? Le manager. Ton manager qui demande que les gens qui travaillent là doivent revenir au bureau. Ok, tu dis qu'il va faire perdre de la productivité, faire perdre de l'argent à la compagnie. Mais cet argent, c'est lui qui va le payer? Mais non, mais pas du tout. C'est pas l'entreprise de son père. L'argent va sortir de son compte. Mais qu'est-ce qu'il a ciré, lui? Qu'est-ce qu'il a ciré? Moi, j'ai vu des managers partir dans de la recrutite aiguë, recruter des gens en masse dans la compagnie. Ils n'avaient même pas besoin. Pourquoi? Juste pour augmenter leur profil. Juste pour améliorer leur profil. Et dire, au lieu de dire, j'étais à la tête d'une équipe de 8 personnes, ils disent, j'étais à la tête d'une équipe de 50. Ils s'en fichent complètement. Ils s'en fichent. Que la compagnie paye des salaires et tout, mais ils n'ont rien à cirer, les mecs. Mais pourquoi ils auraient à cirer? Dans cette logique de recrutite, la masse salariale sort de la poche de la compagnie ou des caisses de la compagnie. Le bénéfice d'un profil plus intéressant vient chez lui. Et voilà. Imagine, je te propose un deal, je te propose un deal, peu importe le deal. Les gains viennent chez toi et les pertes, c'est moi qui les prends. Eh ben, tout le monde va être d'accord. Mais bien sûr, tout le monde va être d'accord. Je te dis, regarde, je te propose un deal. On va jouer au PMU, d'accord? On va jouer au PMU, on va jouer au tiercé, d'accord? Alors, on fait comme ça. Tu joues au tiercé. Si tu perds au tiercé, moi, je te rembourse le ticket. Vas-y, va jouer 1000 euros au tiercé. Si tu perds, tu viens chez moi, tu me donnes les quittances et je te rembourse 1000 euros. Si tu gagnes le tiercé dans l'ordre, d'accord? Et tu gagnes, il y a de l'argent qu'on te donne, tu le gardes pour toi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui va refuser ce deal? Ben non, personne. C'est exactement ce qui se passe dans l'entreprise. Il y a un décalage entre ceux qui payent et ceux qui engrangent des bénéfices. Je vous donne juste un exemple tout simple. L'autre jour sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui disait oui, le management, il traite mal les employés partent, la compagnie perd des millions. Est-ce qu'il a ciré le management que la compagnie perd des millions? Mais ils vont sortir de sa poche 6 millions. Et si les gens restent, la compagnie va lui donner des millions. Je veux dire, il s'en fout, lui. S'il t'aime pas, c'est tout. Il t'aime pas, il va te pourrir la vie, tu pars, la compagnie perd de l'argent, puis après, il sort de sa poche? Non. Ben voilà, mais lui,
à gagner le confort de ne pas te voir tous les jours. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça marche dans toutes les boîtes, en fait. Et en plus, c'est même pas une anomalie, ce que je vous décris. J'aurais voulu vous décrire ça en vous disant que c'est une anomalie. C'est même pas un accident, j'aurais voulu. Non, non. C'est comme ça que ça marche, et c'est même comme ça que c'est supposé marcher. Et d'ailleurs, ce genre d'attitude sont récompensés. Les compagnies apprécient les gens qui ont ce genre d'attitude. Apprécient les gens qui se défendent eux-mêmes, qui défendent leurs propres intérêts et qui s'en fichent de l'intérêt de la boîte. D'accord? C'est pour ça que tu vas voir tout le temps, ces attitudes-là. Voilà. Enfin, merci mes amis. Je vais pas faire plus long. Je reviendrai un autre jour, très très bientôt maintenant, parce que j'ai fini avec le livre, donc j'aurai plus de disponibilité pour les vidéos. Pour les questions, n'hésitez pas, je suis un petit peu en retard sur les réponses, mais franchement, même pendant que j'étais en train d'écrire mon livre, chaque fois que je prenais une pause, je venais sur ce téléphone et je répondais à une série de gens, je répondais à plein de gens, et après je revenais dans mon livre. Merci, et je vous vois très bientôt.